Bonjour Anis, la Genève. Bonjour Karine. Merci infiniment de m'accorder un peu de ton temps pour partager ta vision d'expert financier international. Alors, si tu me permets, j'aimerais beaucoup te présenter à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Donc, tu es français, tu es Oui, un ex-trader, tu as travaillé pour beaucoup de banques, notamment pour la Société Générale, Nomura et Barclays. Tu es un expert dans le domaine des dérivés sur actions à tel point que tu es devenu le responsable du trading des salles des marchés de Barclays, basé à Londres. Tu as exact. fait plus de 130 articles à Mediapart sur l'économie, sur la finance, sur le système monétaire. Tu es très suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec plus de 86 000 abonnés, et tu as été l'invité chouchou de Sud Radio, notamment aussi de l'Institut des libertés, présidé par Charles Gave, ceci dit, grand économiste, très très grand économiste. Et tu as été, bon, tu es l'invité que tout le monde s'arrache, en fait, en gros. C'est gentil. En gros, voilà. Même la Sorbonne, il n'y a pas longtemps. J'ai même été Ah, en guest star à la Sorbonne, dans l'amphi principal. très bien. Donc, en fait, si tu le veux bien, on va parler de l'endettement préoccupant des États occidentaux. On va parler de création monétaire, de l'hégémonie du dollar et du futur du dollar. Quand on voit tous ces processus de dédollarisation en fait, de certains pays qui ne font pas partie de l'Occident, et de la guerre, enfin de l'invasion donc de la Russie en Ukraine et de l'impact que ça a sur nos économies et sur les marchés financiers notamment. Voilà. Et après, tu peux rajouter tout ce que tu veux, bien évidemment. Donc, Ok, parfait. Ça me merci. va très bien. Est-ce que tu voudrais commencer par une question en particulier ou Libre à toi de commencer par le thème de ton choix. D'accord. Bah déjà, peut-être qu'il faut qu'on colle un peu plus à l'actualité avant de dézoomer derrière. Ce qui est intéressant, et on le vit en ce moment avec la guerre en Ukraine, en dehors du fait que ça soit une crise humanitaire, parce que comme toute guerre, il y a des civils qui souffrent en Ukraine, ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qui est géoéconomie qui se passe derrière, c'est-à-dire tout ce qui est géopolitique et géoéconomie, mais parce que pour le coup, c'est vraiment la guerre que se mène en ce moment le bloc, on va dire occidental, et le bloc de l'Est. C'est une guerre qui est larvée et qui dure depuis longtemps d'un point de vue économique. Alors, en 2014, quand la Russie a récupéré la Crimée, en fait, l'Occident n'a pas accepté justement cet état de fait et a commencé à avoir des sanctions. Mais ça, alors, ces sanctions, en fait, ont aidé la Russie, au lieu de la pénaliser, à justement se recentrer sur son économie, de créer de nouvelles alliances et de se détacher un peu du bloc de l'Est, c'est-à-dire de l'Ouest, pardon, de l'Europe et des États-Unis. Et comment elle a fait ça? Alors, elle l'a fait de plusieurs façons. Déjà, économiquement, les Russes sont autosuffisants. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est juste dans tout ce qui est phénomène de transformation, comme par exemple des petits détails, comme le champagne, le fromage, ils sont mis à être des producteurs au lieu d'être des importateurs. Donc, au final, c'est un peu l'économie européenne qui a perdu derrière ces sanctions, alors que la Russie a gagné justement en diversification. Donc ça, c'est les petits détails. Et après, ce qui s'est passé aussi, c'est surtout par rapport à cette dette publique. C'est-à-dire que, comme tous les grands États, la Russie était inféodée au dollar et donc avait dans ses caisses, dans son trésor, de la dette américaine, des dollars. Et ce qu'elle a fait, elle a commencé à faire ce qu'on appelle la dédollarisation, c'est-à-dire petit à petit se débarrasser de sa dette libellée en dollars, c'est-à-dire ils ont arrêté de vouloir financer gratuitement les États-Unis pour petit à petit s'orienter vers d'autres devises et d'autres alliances, notamment en se tournant vers l'Est et vers la Chine. Et en faisant ça, en fait, ils ont énervé, on va dire,
l'oncle Sam un peu plus. Les Et donc, Américains. voilà, les Américains, et donc il y a dû avoir beaucoup plus de sanctions. Mais donc, on s'est retrouvé petit à petit depuis, ça a commencé à peu près depuis 2010, mais depuis 2014, c'est vraiment, ça s'est accéléré avec deux blocs économiques. Un constitué, c'est le bloc dollar, avec, si on peut les appeler comme ça, les vassaux, c'est-à-dire l'Europe principalement, le Canada, l'Australie. Et de l'autre côté, on a eu un bloc un peu avec de l'Est, où il y a la Russie, la Chine, et après tous ceux qui sont rejetés par le dollar, notamment l'Iran. Et la Turquie, qui a été prise entre justement le fait qu'elle appartienne à l'OTAN et qu'elle appartienne justement au bloc de l'Ouest, et aussi au fait qu'elle participe justement à cette alliance de l'Est. Et juste depuis quelques années, on a des partenaires qui sont vraiment très proches des États-Unis, qui commencent justement à se rapprocher de ce bloc-là. C'est le cas par exemple des monarchies du Golfe. Et il y a une news qui est sortie il n'y a pas très longtemps, selon le Wall Street Journal, pardon. Selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite serait prête à échanger son pétrole en yuan avec la Chine. Et ça, c'est vraiment un événement qui est majeur, parce Oui. que alors si on peut faire un peu d'histoire maintenant, voilà, si on peut bifurquer et dézoomer. Après la Deuxième Guerre mondiale, et donc avec ce renouveau, parce qu'une fois qu'on a tout détruit, c'est comme ça que ça marche, les cycles économiques. Une fois qu'on a tout détruit, il faut reconstruire. Donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1944, alors qu'elle n'est pas encore finie complètement, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Ce sont des accords où on a mis en place un système monétaire international qui permet les échanges commerciaux entre les États. Et ce système, bien sûr, a profité à qui? A profité aux États-Unis, qui, à ce moment-là, possédaient 2/3 des réserves mondiales des banques centrales en or. Ils avaient 20 000 tonnes, alors que toutes les banques centrales du monde en avaient 30 000. Donc, ils avaient 2/3 de ces réserves, sachant qu'au global, c'était rien, c'était à peine 15% des réserves mondiales en or. Mais en étant la banque centrale la plus solide, qui était la Fed à l'époque, ils ont pu imposer le fait que le dollar devienne la devise pivot du monde. Et pour garantir justement que c'était des gens bien, ils ont fait en sorte que le dollar soit adossé à l'or. Et donc ça a marché jusqu'à ce que des gens comme le général de Gaulle, par exemple, en 1965, décident de rapatrier leur or des États-Unis, parce qu'ils se rendent compte que les États-Unis créent des dollars par la dette et se financent sur le reste du monde. Donc ça a amené à ce qu'on appelle la fin des accords de Bretton Woods en août 71, et c'est Nixon qui l'a annoncé, qui a dit bon, voilà, à partir de maintenant, vu que tout le monde rapatrie son or et qu'on n'en a plus assez, le dollar ne sera plus adossé à l'or, et il sera flottant par rapport aux autres devises. Derrière, qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Ils ont essayé justement de créer des alliances, et notamment avec les monarchies du Golfe. Juste comme ça, un petit détail, par exemple, la principale compagnie pétrolière de l'Arabie Saoudite, qui a été nationalisée depuis et puis privatisée il n'y a pas très longtemps, dans son nom, on a c'est l'Amraco, il y a American, c'est-à-dire que c'était déjà une entreprise au départ américano-saoudienne. Et donc, les Saoudiens, justement, les États-Unis ont eu des Saoudiens la promesse que l'OPEP n'échangera son pétrole que en or, que en dollars, pardon. $1, ouais, Et exactement. ça, c'est important, exactement, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le fond? C'est que le dollar, qui était fort parce qu'il était adossé à l'or, d'un seul coup, et aussi grâce à la confiance, ça reste toujours, d'un Toujours. seul coup, il devient fort parce qu'il est adossé au pétrole et aux matières premières. Donc pendant quasiment 30 ou 40 ans, on a vécu dans ce monde où tout s'est changé que en dollars. Exact. Mais Les il y a eu, inégalités du dollar. voilà, mais il y a eu des moutons noirs dans l'histoire.
On va les citer, bah, il y a eu Charles de Gaulle. Oui. Donc, pas de chance. En 66, il sort du commandement de l'OTAN. En 65, il critique le dollar et rapatrie l'or. Et en 68, il se mange mai 68. Donc, il est out. Derrière, on a Saddam Hussein qui décide en l'an 2000 de se dédollariser et d'avoir des réserves en euros. Et à partir de 2002-2003, d'échanger son pétrole qu'en euros. Voilà. Derrière, il y a eu la guerre de 2003 avec, Oui. je ne sais pas si on s'en rappelle, euh, C'est euh, dangereux de se dédollariser, on va dire. c'est très 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 dangereux. Mais c'est peut-être une coïncidence, hein. Mais quand Powell a provoqué à l'ONU la guerre avec soi-disant des preuves que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, et en réalité, Il n'y en avait pas. le vrai but, c'était d'aller le punir. Exact, parce qu'il n'y en avait Donc, pas. En fait, ils n'ont pas ouais, trouvé d'armes de destruction massive. C'est-à-dire que tout le discours qu'on nous servait quotidiennement, c'était qu'il avait des armes et que c'était très, très dangereux, alors qu'il n'avait absolument rien. C'était une fake news. voilà, mais là, c'est On a un envahi fait. un pays en base de fake news. Voilà, mais là, c'était un fait avéré. Par exemple, en 91, quand ils ont voulu justifier auprès de l'opinion publique qu'il fallait attaquer l'Irak, alors ils ont présenté une co-étienne qui était soi-disant une infirmière qui a vu des soldats tuer des bébés dans sa clinique. Et en fait, il y a eu des journalistes d'investigation qui ont été essayés de chercher la vérité. C'est avéré que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Donc c'était, encore une fois, de la pure propagande de guerre pour justifier justement l'intervention. Donc voilà, donc ce qui s'est passé ensuite, c'est euh, Kadhafi ensuite. Kadhafi a aussi voulu se dédollariser et a décidé justement de créer une monnaie panafricaine qui soit adossée à l'or. Mhm. Donc il a poussé son projet jusqu'à ce que malheureusement il y ait les printemps arabes et qu'il soit lui aussi lynché par la foule. Donc Saddam Hussein, il a fini pendu. Et donc le quatrième qui s'est mis justement à défier le dollar, c'est Poutine. Et par exemple, La Chine je- aussi. La Chine aussi. bien sûr, la Chine, justement, la Chine, elle, est en train de prendre des parts de marché dans le monde aux États-Unis. Et alors ça, c'est vraiment des choses qu'on peut aller vérifier. Les gens peuvent venir sur mon compte Twitter. Par exemple, en février 2021, il y a l'Atlantic Council qui interviewe le président Macron à l'Élysée. Publiquement, il y a les vidéos dans le site de l'Atlantic City, de l'Atlantic Council, et il y a aussi un compte-rendu sur le site de l'Élysée où tout est retranscrit. Et ce qui fait peur énormément à l'Atlantic Council, qui est un lobby qui a pour intérêt justement de faire en sorte que les relations commerciales et politiques entre les États-Unis et l'Europe soient au maximum, justement ce qui les inquiète le plus, alors il y a le dérèglement climatique, et ils mettent au même niveau aussi justement la Chine comme superpuissance et son allié, la Russie. Et pour eux, c'est vraiment stratégique. Il faut affaiblir ce bloc qui remet en cause l'hégémonie économique du bloc de l'Ouest et notamment des États-Unis. Donc les États-Unis, ils sont vraiment, l'Europe est je ne sais pas si on peut se dire ça, mais elle a un peu les Les fesses entre deux États-Unis. chaises. Ils suivent un Voilà. petit peu les Ben, ils États-Unis. suivent, Voilà. ils sont obligés de suivre, mais ils ont beaucoup plus à perdre parce que géographiquement, ils sont Oui. plus proches de la Russie. Géographiquement, ils sont plus proches du Moyen-Orient. Donc, dès qu'il y a des troubles en Libye, dès qu'il y a des troubles au Moyen-Orient, les réfugiés, ils ne se retrouvent pas aux États-Unis. Ils se retrouvent à Calais, ils se retrouvent en France, ils se retrouvent en Italie, ils se retrouvent à Lampedusa, etc. Donc, vraiment, in fine, c'est-à-dire qu'on se bat avec les États-Unis pour leurs propres intérêts, et à la fin, ce sont nous qui nous mangeons justement, alors jusqu'à présent, les dérèglements de ces pays-là, et plus les réfugiés qui viennent et toute euh, la détresse humanitaire qui vient vers chez nous. Et les États-Unis, eux, bah, il y a l'Atlantique qui les protège, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre. Et deuxièmement, là, depuis cette crise-là, c'est juste énorme parce que la Russie, par exemple, on va prendre l'Allemagne, 70% de son énergie est en fait du gaz russe.
Exactement, Et elle est donc, ils ne très peuvent pas dépendante. L'Allemagne, elle est très dépendante de la Russie. énormément, énormément, et à tel point que, par exemple, en 2005, on a décidé de construire ce qu'on appelle Nord Stream, qui est un gazoduc, un pipeline, un gazoduc qui permet de ramener le gaz directement de Russie à l'Allemagne et un peu en France derrière. Et donc ça permet justement de ramener 55 milliards de mètres cubes par an en Allemagne. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, c'est l'équivalent d'un point de vue énergétique au pacte soviéto-germanique du XXe siècle. C'est vraiment un pacte économique très fort. Il y a un lien très fort. Ce n'est pas juste une alliance militaire, c'est une alliance énergétique. Vous vous rendez compte, si il n'y a plus d'énergie pour construire des voitures allemandes, bah, c'est toute l'économie allemande qui s'écroule. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé même après justement ces sanctions qui ont eu lieu à partir de 2014 contre la Russie, Mhm. l'Allemagne et la Russie ont décidé via Gazprom et Engie, etc., de doubler la capacité et de créer Nord Stream 2, c'est-à-dire de doubler la capacité, de passer de 55 milliards de mètres cubes par an à 110 milliards. Et ça, c'était en 2018. Et ben, c'est ça, en fait, qui a créé un peu des remous et qui a Oui, fait parce en que sorte qu'il y ait des nouvelles sanctions. Par exemple, le pipeline, en 2019, à cause des États-Unis, les travaux ont été arrêtés. Ils sont achevés quand? En septembre de 2021. Mais il n'est pas encore en production. Et justement, là, il est mis à l'arrêt depuis les ouais. événements. Et pourquoi alors, pourquoi ce Stream Nord 2, il dérange énormément les États-Unis? Il dérange pour deux façons. Parce que d'une certaine façon, grâce à l'Ukraine, les États-Unis tenaient justement ce bloc russo-chinois, parce que la plupart du gaz russe passait par l'Ukraine. Et donc, s'il passe par là, justement, l'Ukraine avait ce poids politique, une sorte de Des chantage intérêts, politique, voilà, bien sûr. voilà, et tenait un peu les Russes par la barbichette, on va dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce Nord Stream 2 là, pourquoi que ce soit Obama ou que ce soit Trump, ou que ce soit maintenant Biden, pourquoi tout le monde s'y oppose? Parce qu'on donne une certaine indépendance énergétique à l'Allemagne et on permet aussi à la Russie de se défaire un peu de ce boulet qui est l'Ukraine en termes de, justement, euh, comment je pourrais dire ça? Oui, c'est contraignant. C'est-à-dire, D'ingérence voilà. occidentale. Mhm. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est énorme aussi, en 2019, en fait, toutes les dates sont très bizarres, hein, parce qu'en 2019, il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est que le pétrole a commencé à baisser, 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 alors jusqu'à atteindre des prix très très bas, en dessous de 60 dollars et des fois juste largement en dessous, ça a même été jusqu'à 25 dollars. Et pourquoi c'est un problème? Parce que toutes les banques internationales et, et tous de nombreux investisseurs internationaux, des hedge funds, des fonds de pension, etc., ont investi massivement ou ont été des créanciers de l'industrie du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis et au Canada. Le seul problème qu'il y a, c'est que là où l'Arabie saoudite a un pétrole facile à extraire, qui lui permet d'être rentable à partir de 10 dollars, le gaz de schiste américain est beaucoup plus cher à extraire et à produire. Mhm. Voilà. Et donc, il faut à peu près un prix du pétrole à 60-65 dollars pour être à ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire à commencer à gagner de l'argent. C'est-à-dire en dessous de 60-65 dollars, on perd de l'argent et au-dessus, on en gagne. Et en 2019, justement, il y a eu énormément de faillites, énormément. Et toute l'industrie était au bord de l'effondrement. Et par exemple, juste pour donner un chiffre, tous les mois qui passaient, ils perdaient, juste en termes de manque à gagner, 3 milliards de dollars par mois dans Non. toute cette industrie. Et vraiment, quand il y a eu ce Covid, plus l'impression monétaire, parce qu'il faut que les gens comprennent, l'argent qui est créé par les banques centrales, il ne faut pas croire que c'est de l'argent caché dans un coffre. C'est-à-dire qu'on décide, et ça, j'ai tous les présidents des banques centrales américaines sur mon compte Twitter, vous pouvez venir voir des vidéos à l'appui qui expliquent que non, c'est juste numérique.
c'est digital, c'est-à-dire on appuie sur une touche d'ordinateur et on crée autant de milliards qu'on veut. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne doit pas en créer trop parce que sinon, ça crée de l'inflation, ça crée une hausse des prix. Donc, ils en ont créé énormément, énormément en 2019, ce qui a fait que l'argent était abondant, que les taux d'intérêt ont baissé et qu'il était très, très facile justement d'emprunter de l'argent. Et donc, ça a fait en sorte que l'industrie du gaz de schiste se maintienne. Et alors, pourquoi elle s'est maintenue? C'est ce qu'on appelle en fait des économies zombies ou des sociétés zombies. C'est quoi une société zombie? C'est une société qui mourrait s'il n'y avait pas un financement gratuit et facile. Et donc, Complètement. cette industrie-là a survécu. Et derrière, avec l'inflation qu'il y a eu sur les matières premières et qui a fait en sorte que le pétrole augmente et dépasse les 60-65 $, cette industrie a respiré. Et là, c'est une aubaine incroyable. Et c'est pour ça que les États-Unis poussent pour que les sanctions européennes aillent contre justement le gaz russe. Parce que qu'est-ce que ça fait ça? C'est-à-dire que les Européens sont obligés de se retourner vers le gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié des Américains, de ce gaz de schiste et de se livrer auprès d'eux. Et ça fait en sorte que les prix montent parce qu'on a un des plus Gaz gros cher, producteurs mondiaux. Ouais, exactement. très cher. Donc, donc voilà, donc on voit bien que tout est très très géopolitique, tout est Très. très lié à l'économie. Et derrière, bien sûr, il y a des malheurs, euh, euh, mais il ne faut pas oublier derrière l'émotion qu'on Tout à peut fait. avoir. Il ne faut pas oublier derrière que c'est qu'une histoire d'argent et de pouvoir. Toujours. Voilà, Hein, c'est-à-dire voilà exactement. qu'en général, hein, et si on regarde le passé de l'OTAN et notamment des États-Unis, on voit bien que leur stratégie préférée, c'était le bombardement, hein, carpet bombing, hein, c'est-à-dire que là, ils nettoient, hein, des territoires entiers et ils faisaient des milliers de morts. Hein, c'est terrible. Oui, Et alors des guerres quand non c'est que, autorisées. Hein, non quand autorisées. On voilà, pense à mais l'Irak, on pense au Kosovo, etc. Donc c'est terrible. oui, mais justement, c'est tout le travail de la propagande, on va dire, et des médias, c'est que quand c'est ailleurs, ce sont des victimes collatérales, etc. Et sont on nous montre à chaque fois que c'est très ciblé, etc. Mais quand c'est les Russes, ben, bien sûr, ils n'avaient pas attaqué l'Ukraine. Mais quand c'est, voilà, là, on nous montre les images, etc. En fait, on voit qu'il y a comme une hypocrisie, et là, elle est claire, parce que quand on entendait les journalistes ou certains intervenants politiques, euh, les arguments donnés, c'est ah, mais vous vous rendez compte, ils sont blonds aux yeux bleus, ils ont les mêmes voitures que nous, et là, on se rend compte que quand même, il y a un petit souci, quoi. Il C'est y a que un souci. derrière, Un souci. il Pour y a un moi, une souci vie, derrière le récit. exactement. C'est-à-dire qu'une vie au Yémen, hein, pour moi, c'est exactement la même chose qu'une vie en Ukraine ou qu'une vie On en est, France. On parle de vie. Hein, et ça, c'est terrible. bah bon, Voilà, on voit voilà, bien exactement. l'hypocrisie occidentale, hein, sur ce niveau. Et quand on regarde Exactement. l'histoire, c'est préoccupant. Vraiment. Et après, il y a des impacts sur nos vies à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que déjà, par exemple, rien que le lobby dont j'ai parlé tout à l'heure, il est très très puissant en ce moment. L'Atlantic Council, il passe sur toutes les télés. Mhm. Et en gros, donc, son président en Europe, il s'appelle Benjamin Haddad. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que l'Europe doit s'armer. Grâce à quoi? Grâce à l'argent facile qui est justement imprimé par la Banque centrale européenne, qui permet de créer de l'argent juste en appuyant sur un bouton d'ordinateur, de l'injecter dans les marchés financiers, et plus précisément celui de la dette. Les États peuvent emprunter cet argent facilement, à des taux nuls quasiment, voire négatifs pour certains pays. Avec ça, on achète de l'armement. Mais qui gagne à la fin? Et qui perd? Ça, c'est une question qui est centrale. C'est central, Alors, ceux qui gagnent déjà, c'est l'industrie de l'armement. bien sûr. Et donc, là, on vient d'apprendre que l'Allemagne a acheté 35 F-35. Heureusement que ça s'appelle F-35, parce que si c'était 1000, ils en auraient acheté 1000 peut-être. Mais en fait, ils ont acheté de l'armement américain et non pas de l'armement européen. Et donc, ce sont justement les Américains qui en sortent encore une fois gagnants. Et bon, on n'est pas encore à la reconstruction, mais quand il a fallu reconstruire l'Irak, reconstruire la Libye, tous ces pays qu'on détruit, il faut bien les reconstruire après, et qui sont riches en matières premières. Ça aussi, ça fait des contrats énormes
pour l'industrie du bâtiment occidental. Donc, c'est un business qui est super bien rodé. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on le paye. Bien sûr. C'est nous. Comment on le paye? Alors, il y a deux façons. Il y a la façon classique qui est par la hausse des taxes et des impôts. Ça, ils en ont abusé entre 2010 et 2019 et c'est ce qui a amené un peu les gilets jaunes. Et donc, ça a montré ses limites parce que les gens, quand on augmente le prix des impôts, ça, on le comprend. Par contre, ce qui a marché un peu mieux, c'est quand on a baissé justement tout ce qui est service public. Donc, quand on détruit l'hôpital ou on détruit l'école, on a commencé à avoir des grèves à partir de 2017, 2018, 2019, mais pendant un moment, il y a eu comme une sidération. Ce sont aussi, par exemple, les fonctionnaires, avec le gel des salaires des fonctionnaires. Tout est lié, en fait. Ça, c'est pour faire quoi? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Fed, la BCE peut créer autant d'argent qu'elle veut depuis 2008, depuis la crise 2008, mais à condition, ils ont une seule condition. Ils ne en ont pas 1000, une seule. C'est que l'inflation calculée par l'INSEE chez nous, et, chaque pays a son institution, et après on harmonise tout ça. Donc c'est l'IPC en France, et après ça devient l'IPCH, c'est-à-dire harmonisé entre les États, pour qu'on ait à peu près les mêmes règles. En fait, cette inflation, qui est justement l'indice des prix à la consommation, est calculé à partir d'un panier. Et si cet indice ne monte pas trop, c'est-à-dire que si les prix de nos consommations quotidiennes ne montent pas trop, eh ben, ils ont feu vert pour appuyer sur le bouton et pour créer autant de milliards qu'ils veulent. Ça, c'est central à comprendre. Et donc, comment on fait pour que, justement, on puisse injecter dans les marchés financiers énormément d'argent qui va tourner un peu en circuit fermé sur les actions, les obligations, les cryptos, les matières premières, etc., la spéculation, mais sans que ça crée trop d'indices, de la hausse des indices des prix à la consommation, c'est-à-dire trop d'inflation. Eh ben, c'est Volinsky qui disait ça. Il dit, bah, si vous voulez pas avoir d'inflation, vous donnez pas d'argent à ceux qui le consomment, à ceux qui le dépensent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est justement, on leur a repris un peu de l'argent qu'ils avaient via les taxes et les impôts, et aussi, on a aussi fait, justement, fait en sorte qu'il y ait moins de dépenses publiques, que ce soit pour l'école ou pour l'hôpital et pour les routes, etc. Et on le voit en Italie, ça a coûté, quand ce pont, je crois que c'était à Gênes, qui est tombé, ben justement, c'est le coût justement de cette impression monétaire infinie. Donc ce sont nous qui le payons. Depuis 2020, la monnaie qui a été créée, alors là c'était juste démentiel. Oui, Je vais donner un carrément. ordre d'idée. Jusqu'en 2008, depuis que les banques centrales nationales existent, jusqu'en 2008, quand on les prenait toutes dans leur ensemble, donc on va prendre la BCE, ils avaient créé à peu près 1000 milliards d'euros. Ils avaient dans leur bilan 1000 milliards d'euros. Entre 2008 et 2019, ils sont passés de 1000 milliards à 4500. Donc on a fait fois 3,5 à peu près en une dizaine d'années, ce qui est hallucinant. Et ben là, en 2 ans, entre 2020 et 2022, en 2 ans seulement, grâce au Covid, grâce à la peur du Covid, et l'aubaine, alors je ne dis pas c'est eux qui ont créé le Covid, mais par contre, ils ont profité du Covid pour créer autant qu'ils veulent. Instrumentaliser peut-être le Voilà, Covid. instrumentaliser. Ok. Et c'est important de comprendre ça. On n'est pas là pour être dans des théories, c'est une vérité absolue, parce que Tu ce sont parles à des une chiffres. convaincue. Tu parles à une Parce que, convaincue. parce que, parce que là, ce sont des chiffres. On est passé de 4500 milliards en 2020 à 9000 milliards. C'est-à-dire qu'on a doublé en 2 ans. C'est-à-dire qu'on a créé plus d'argent en 2 ans. Le bilan de la Banque centrale et la création monétaire de la Banque centrale, elle a créé plus d'argent en 2 ans, 4 fois et demi, pardon, plus d'argent en 2 ans que depuis entre la nuit des temps et 2010. Exactement. Et curieusement, si tu veux, les 10 personnes les plus riches de la planète ont aussi doublé leur richesse en 2 ans. Alors en Europe, c'est encore plus visible, et je le prouve avec Bernard Arnault, etc., c'est que en 2015, on a commencé ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire, avant c'était un peu hypocrite, on le faisait en Europe, mais de façon cachée. En 2015, on l'a rendu officiel. C'est-à-dire qu'on a dit, on va printer de l'argent, et avec cet argent, on va acheter de la dette publique et de la dette de multinationales. Donc, ils l'ont fait, ce qui a aidé énormément des sociétés comme celle de Bernard Arnault,
qui se met justement à emprunter à des taux négatifs pour acheter des sociétés. Par exemple, il a emprunté entre 12 et 16 milliards pour acheter, ça va me revenir, j'en parle tout le temps, un joaillier américain, Mhm. et qui, lui, par contre, lui verse des dividendes qui sont certains. C'est-à-dire que chaque année, lui, il emprunte en taux négatif, il gagne de l'argent. Donc, il y a le directeur financier de Bernard Arnault, de LVMH, qui dit, c'est magique. Au lieu d'avoir des charges financières, maintenant, nos charges sont positives. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en empruntant de l'argent. Mais de l'autre côté, quand ils achètent ce joaillier, eh ben, ils gagnent aussi les dividendes. Et donc, ça c'est juste incroyable. Donc on a aidé vachement ces milliardaires, et entre 2015 et à peu près 2021-2022, selon les chiffres, ils ont fait x5. x5 C'est énorme. sur... Ouais, c'est énorme. Donc, Donc, on voit bien que le Covid y était, mais ça a été instrumentalisé pour des finalités économiques. On voit bien que le conflit Russie-Ukraine, derrière, il y a des manipulations aussi pour arriver à des fins économiques. C'est-à-dire que notre humanité, finalement, elle n'évolue pas tellement. C'est-à-dire qu'on a toujours le pouvoir, l'argent derrière nos sociétés. Voilà. exactement. Et derrière, en fait, quand on crée autant d'argent, donc quand on fait x4,5 sur le bilan de la BCE, et que derrière, y a l'économie qui se ralentit, il y a des problèmes sur les stocks, il y a un problème dans les chaînes de production, dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, on a tous ces problèmes-là. En général, selon la théorie économique, quand il se passe là, il devrait y avoir une contraction du crédit, donc une contraction de la création monétaire, qui fait en sorte qu'on se réadapte. On fait maigrir un peu la masse monétaire pour qu'elle se réadapte à l'économie. Nous, on a fait tout le contraire. On l'a fait On exploser l'engraisse. On on l'engraisse. fait Ouais. on a fait exploser la création monétaire, et alors que la production économique ralentissait. Euh, 2020, par exemple, on a vécu une contraction de la richesse créée, du PIB, d'à peu près, ça dépend des économies en Europe, mais on va dire autour de 7-8%. Et donc, alors qu'on aurait dû justement ne pas créer cet argent, on l'a créé, et ça a créé de l'inflation. Et de l'inflation, alors, il y a plusieurs types d'inflation. Il y a autant d'inflation, moi j'ai envie de dire, qu'il y a de personnes. Euh, Karine, ton panier à toi n'est sûrement pas le mien, n'est sûrement pas celui de Bernard Arnault, Oui, etc. Donc, non, c'est sûr. chacun a des... Et donc, plus on est pauvre, et plus l'énergie a un impact sur nos dépenses. Tout à fait. Euh, Plus la nourriture a un impact sur nos dépenses, et plus aussi le logement a un impact sur nos dépenses. Et donc là, justement, cette création monétaire a fait en sorte que les gens peuvent le voir, que l'immobilier monte au ciel. Et donc, on a appauvri les plus pauvres, et ce sont eux qui l'ont payé. Et en Exact. plus, c'est pour ça qu'on a eu les gilets jaunes, en fait. De 2010 à 2019, on leur a gelé leur salaire pour certains, on leur a réduit les services publics. Donc, en fait, on a pressuré tous ces gens, et les autres, les milliardaires, les hedge funds, les spéculateurs, tous ceux qui sont proches du robinet monétaire des banques centrales, qui sont proches des marchés financiers où cet argent est injecté, eux ont profité de cette manne pour s'enrichir. Et ce qu'on a fait, on a exacerbé les inégalités de richesse. Et cette exacerbation des inégalités de richesse, elle produit quoi? Elle produit de la frustration sociale. Et les Fracture gens, sociale. Ouais. voilà, et quand les gens sont frustrés socialement, eh ben, en fait, ils vont se rapprocher plus facilement d'idées, puisque ceux qui nous gouvernent ne se battent pas pour le pouvoir d'achat, ne se battent pas pour justement leur peuple, eh bien, ils vont aller plus vers des discours populistes, des discours simplistes. Et c'est pour ça qu'il faut rester quand même dans la complexité, expliquer aux gens ce qui se passe, et qu'après, une fois qu'ils ont les clés, ils comprennent ce qu'il faudrait faire ou changer, et voter en bonne et due forme. Mais le problème, c'est que de nos jours, il y a un autre impact de cette politique monétaire dont on parle, qui est politique. Alors ça j'aimerais bien en dire deux mots, parce que c'est que là, on donne plein de chiffres, mais les chiffres, en fait, à la fin, c'est pas très important. Bernard Arnault, je vous assure, il dépensera jamais ses 180 milliards d'euros. Parce qu'en fait,
déjà ces 180 milliards d'euros, une bonne partie, c'est de la valorisation de LVMH, donc c'est en action. Mais bon, on a vu que Bezos aux États-Unis, celui qui possède Amazon, ou Elon Musk, qui possède Tesla aux États-Unis, ont pu vendre pour des dizaines de milliards de dollars d'actions. Donc les gens, quand ils disent oui, Bernard Arnault, il est riche, mais il ne peut pas vendre ses actions. Si, il peut les vendre. Il peut les vendre à coût de 5-10 milliards sans qu'il ait un très gros impact sur le cours de son action. Il la fera baisser, mais on a vu avec Bezos déjà, il l'a pas fait baisser, et Tesla, il l'a fait baisser, elle est revenue 2 secondes après. Donc, même s'il voulait dépenser Bernard Arnault son argent, il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait jamais. C'est un chiffre quelque part, qui le rassure, qui le rend peut-être puissant, fort, et ça lui donne peut-être une impression de vie infinie, comme dit Bernard Maris, et ça le rassure contre la mort. Mais bon, à la fin, on s'en fout un peu, si ça n'a pas d'impact sur nos vies. Mais en fait, ça en a un. Et c'était très bizarre, en fait. Pourquoi ça en a un? Parce que, en fait, tous les milliardaires vont essayer d'avoir la même mise sur les médias. Et on voit que si on regarde les médias privés, ils sont possédés à 90% par des milliardaires, par quelques fortunes. Et Et en on voit ayant bien les... que le message est le même partout, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Occident, hein, on est matin, midi et soir, on nous répète le message, hein, pour que ça rentre bien, hein, pour qu'on Voilà, digère l'information et qu'on le répète. Ah oui, ça. exactement. Ah oui. Voilà. Moi, je risque pas de passer sur BFM TV, je pense. Ça, moi non plus, Peut-être moi. une fois. Une fois, j'aurai droit à une fois pour tout dire et après, c'est fini. Mais voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que ouais, ils possèdent et ils formatent un peu l'opinion publique. Ils nous C'est la fabrique du formatent et ils nous font consentement. peur. Exactement. Exactement. C'est les On est en plein techniques. dedans. Exactement, c'est les techniques d'Édouard Bernays, hein, des années 20, voilà, qui marchent encore, hein, sur nos démocraties, et on formate complètement l'opinion publique. Exactement. Exactement. Et Mhm. donc ça, c'est le premier point qui est un peu dérangeant. Et aussi, alors, ils possèdent aussi les instituts de sondage. Donc, Aussi. ils peuvent biaiser les sondages comme ils veulent. Et donc, ça aussi, c'est un problème, en fait, parce que si on remonte quelqu'un de quelques points selon la méthodologie, etc., statistique, et on rebaisse quelqu'un de quelques points, ça joue justement sur nos intentions de vote pour aller vers un vote utile ou se dire ah bah, je ne vais pas voter pour lui parce que ça ne sert à rien, etc. Donc ils ont ces deux outils-là. De l'autre côté, pourquoi ça pose un problème, toute cette économie qui repose sur la dette? C'est que la dette, en fait, quand c'est un particulier, c'est la détresse. C'est-à-dire que quand on est endetté, on est pris justement dans cette course contre le temps où il faut tout le temps rembourser. Et cette Oui. culpabilité dont parle justement encore une fois Bernard Maris, et on est là, on n'a pas le temps. Pas le temps de vivre, pas le temps pour nos enfants. Il faut qu'on travailler plus pour gagner plus, pour rembourser plus, pour que à la fin, des gens qui sont un peu des parasites financiers s'en sortent aussi sans rien faire à part des petits montages financiers qui leur apportent de l'argent. Donc, justement, ça aussi, ça crée de la détresse. Et de l'autre côté, et ça c'est plus important, ça crée comme une mainmise politique sur nos dirigeants qui ne sont plus libres de décider d'eux-mêmes. Par exemple, quand on regarde la Tu réforme des parles de la retraites, pression, tu parles aussi de la pression ah des oui, lobbies, etc. Oui. ah oui, des lobbies et aussi des marchés. C'est-à-dire que, en fait, comme en Europe, on n'a pas le droit, la BCE, la Banque centrale européenne, à cause des traités européens, n'a pas le droit de prêter directement aux États. Elle est obligée de passer par les marchés financiers. Donc, de nos jours, c'est un peu hypocrite parce que les États vont sur les marchés financiers, ils se font noter un peu par les banques. La note, quand on est un enfant, on a un contrôle de maths, c'est entre 0 et 20. Eux, la note, c'est le taux d'intérêt. Si tu es un bon élève comme l'Allemagne, tu es à moins 0,5%. Okay. Si tu es un mauvais élève comme l'Italie, tu es à 2%. Donc, de remboursement, de taux d'intérêt annuel. Et donc, c'est cette note-là qui est donnée par le marché. Mais le marché, par exemple, si vous ne faites pas les bonnes réformes, c'est-à-dire les réformes des retraites, si vous ne faites pas les réformes du chômage, si vous ne montrez pas que vous allez faire de l'austérité budgétaire, c'est-à-dire moins de services publics et plus de taxes, eh ben, ils vous pénalisent. Ils vous pénalisent d'une mauvaise note. Et donc, c'est ça, en fait, cette pression qui est constamment, la pression du marché, de cette main invisible, qui est constamment, qui étrangle nos dirigeants politiques, qui ne leur permet pas justement d'avoir les mains libres et de vraiment mettre en place des politiques sociales qui devraient être menées. Alors, on voit bien que
Ils n'osent pas trop, augmenter bien évidemment le taux d'intérêt pour freiner l'inflation, hein, on voit bien parce que les États sont tellement endettés que c'est impossible de faire ça. Ah, ça, on peut en parler, c'est très intéressant en fait, et j'en parle souvent. Alors ça, c'est un de mes thèmes, c'est que c'est des sujets sur lesquels j'ai énormément discuté, pas discuté, Réfléchis. réfléchi depuis 2016. C'est que en réalité, depuis 2008, on est dans une fuite en avant de la création monétaire. On crée de la monnaie, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on crée de la monnaie grâce à la dette. Donc, on est arrivé en 2008 à une crise du crédit, c'est-à-dire une crise de la dette, c'est-à-dire qu'on a trop prêté à des particuliers pour qu'ils achètent leurs appartements ou à des entreprises pour qu'ils s'achètent entre elles. Il y avait eu énormément en 2007 de fusion-acquisition et de achats agressifs entre les multinationales. Et en fait, en 2008, on est arrivé à une crise de liquidité, c'est-à-dire que la fiction de la finance et de la dette a dépassé le réel. Et donc, Complètement. On est on a eu cette crise. déconnecté du réel. Voilà. Ah oui, mais la crise de 2008, justement, nous a ramenés au réel. Et on aurait dû manger notre pain noir. Peut-être ça aurait duré 3, 4, 5 ans. Mais en fait, on en a décidé autrement. On a décidé d'aller vers la facilité de ce que Joseph Caillot, un politique français qui a été 7 fois ministre des Finances et qui sait de quoi il parle, parce qu'il a été ministre des Finances dans la première moitié du XXe siècle, et qui a vu justement cette inflation galopante. On est parti dans la facilité de ce qu'il appelle l'héroïne monétaire. La morphine monétaire. Moi, je l'appelle héroïne monétaire, c'est plus moderne. Mais lui, il l'appelle la morphine monétaire. Et en fait, c'est de la morphine. C'est-à-dire qu'on crée de l'argent à partir de rien pour acheter des dettes et on rentre dans un Ponzi scheme où on tourne dans le vent parce qu'on ne crée pas de la monnaie pour des grands projets. On crée de la monnaie pour acheter de la dette. Et qui s'en sort? Bah, ce sont tous ces gros clients des banques qui, justement, sont énormément endettés. Et sont qui? Sont tous ceux qui font du levier. Le levier, ça va de Drahi qui a emprunté 50 milliards pour acheter, faire ses courses gratuitement, acheter SFR, etc., jusqu'au gars qui achète son 6e ou 7e Airbnb à Paris. Et donc, on a aidé tous ces gens-là, et ces gens-là, comme ce sont les meilleurs clients des banques, on a aidé les banques, mais aussi on a aidé aussi les États qui sont venus à la rescousse des banques. Donc voilà, on a créé justement cette fuite en avant. Et constamment, alors qu'on avait juste un problème de crise de liquidité en 2008 qui devait être réglé en ayant une petite crise, là, on a créé énormément de bulles. Alors, une bulle obligataire, une bulle de la dette, une bulle action, une bulle de l'immobilier, une bulle des cryptos, une bulle des frustrations sociales. Et voilà, on a Exactement. créé énormément de bulles. Et l'histoire nous a prouvé que la création monétaire incroyable que l'on est en train de vivre de nos jours, c'est la fin d'un cycle. C'est Exactement. à la fin C'est ce que d'un grand j'allais te cycle. poser comme question. C'est-à-dire que là, pour moi, on est à la fin d'un modèle. On est à la Voilà. fin d'un modèle, carrément. Hein, Mais ils c'est-à-dire que peuvent le repousser, hein. ouais. En gros, ce qui se passe, Karine, c'est soit ils décident d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, dans cette fuite en avant, on est face à un mur. Et plus on fait, plus on gagne du temps et plus on accélère pour foncer dans ce mur. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Et donc, comme je le disais, si on avait justement pensé à un nouveau système monétaire avant, on aurait pu sauver les meubles parce que ça aurait été plus facile. Mais là, plus on exagère dans cette création monétaire et plus on est pris au piège. Et on est pris au piège de quoi en ce moment? Alors la BCE, soit elle augmente les taux d'intérêt, et alors là, c'est toutes les sociétés zombies qui tombent, tous les États qui Les tombent, tous les États qui font particuliers. faillite. Ah, Oui. mais tout le monde. Et donc, c'est l'énorme crise financière. C'est 1929, c'est la soupe populaire, ou soit elle dit non, ouais, soit elle dit non, je vais gagner du temps. Je vais gagner du temps. C'est-à-dire Et qu'on parce que, agonise, mais voilà, on essaie ouais, de tenir le plus bon, on possible. tient. Mais c'est en gros, c'est clair, on va perdre un bras. Juste pour donner une image, on va perdre un bras, mais est-ce qu'on va le perdre avec un couteau à beurre ou est-ce qu'on va le perdre avec une machette? Et en fait, là, on est dans la politique du couteau à beurre. C'est-à-dire que là, on augmente tout doucement les taux d'intérêt 0,25%, 25 bips aux États-Unis, juste pour dire, bah, on a fait quelque chose. Mais en fait, l'inflation, c'est-à-dire qu'un Américain, selon l'inflation officielle, alors je pense que c'est beaucoup plus si on met le vrai poids de l'immobilier dans l'indice de l'inflation, en gros, l'Américain a perdu à peu près 7 à 8% de sa richesse, l'épargnant, celui qui a des dollars dans son compte, ou celui qui est salarié et qui n'a pas vu d'augmentation de salaire, a vu justement une perte de son épargne ou de son salaire de 8%, ce qui est énorme en une année.
Et donc, voilà, Écoute, écoute, c'est extraordinaire. Tout ce que tu nous as expliqué, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Tu sais que là, non, ça merci à toi, Karine. ouais, ouais, là, ça va couper, avec le Zoom. Je te remercie infiniment. Moi Ah, aussi, merci à toi. C'était très agréable, en fait. après, il faudra le refaire. Ouais, avec Tu viendras à plaisir. Andorre, hein, tu seras bien Avec, reçu. avec plaisir, avec plaisir. On va En tout cas, travailler sur la dette andorrane. je te souhaite vraiment bonne chance pour Merci, merci à toi. les Et puis, élections à venir. c'est toujours un plaisir, si tu veux, d'avoir un expert tel que toi, hein, et tu seras bien le bienvenu en Andorre et on travaillera sur la dette ensemble, là. Avec plaisir, avec On va plaisir. faire. Voilà. Je Merci beaucoup, t'embrasse. Karine. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci, au revoir.